Écoutez, moi j'ai déjà été chef de gouvernement. Et si vous vous souvenez, quand j'étais chef de gouvernement, il y avait des opposants de très grand poids, comme le président Kolingba, le président Dako, le premier ministre Abel Goumba, le premier ministre Jean-Paul Ngoupandé, etc., etc. Charles Massy, Malendoma, c'était ça mes opposants. Ils critiquaient tout le temps, de manière assez dure. Mais j'écoutais les critiques. Je réunissais le gouvernement et on essayait de corriger ce qu'il fallait corriger. Depuis que je fais de l'opposition, c'est-à-dire depuis 2016, dès que vous émettez des critiques, c'est comme si vous avez allumé une allumette et que vous avez brûlé quelqu'un. C'est même comme si vous avez versé de l'essence sur la personne avant de mettre le feu. Et donc, dans cette réaction épidermique absolue, chaque fois que vous critiquez, ils font l'inverse de ce que vous dites. Donc, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas tous les hommes d'expérience qui leur font des suggestions. Eux, ils pensent qu'on s'adresse à leur personne et ils passent à côté de l'événement. Si vous avez noté un moment, je me suis carrément soustrait de la communication politique, de la critique, parce que j'ai estimé que ça ne servait à rien. Là, je suis sorti parce que je vois au quotidien les souffrances atroces des populations. Et c'est un crime de se taire. Mais c'est beaucoup plus criminel les réponses qui ont été données. Les réponses, c'est « nous sommes sur la bonne voie, nous avons tout fait bien ». Ce n'est pas notre faute s'il n'y a pas l'électricité, s'il n'y a pas d'eau. Nous avons fait ce qu'il fallait et nous continuerons de faire ce qu'il faut. Tout ce que nous faisons est bon. Pendant ce temps, les populations continuent à faire des kilomètres pour chercher de l'eau, continuent à passer des nuits entières dans les pompes pour attendre de l'eau. Rien n'a changé. Donc, le but n'est pas un ping-pong entre hommes politiques. Le but est qu'il se passe des choses. Tant que vous n'avez pas un son de cloche qui vous alerte, vous pensez que ce peuple que vous avez tellement écrasé là ne dira rien. Et donc c'est notre rôle en tant qu'opposants d'amplifier le cri des populations. Et c'est notre rôle et nous le jouerons jusqu'au bout. Les Tintins qui vont sur Internet ou souvent sur les radios raconter leur vie, parce que s'ils ne disent pas ça, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils ont besoin de ça pour garder leur poste et être payés. Mais ça n'empêche pas qu'on continue de dire au gouvernement ce qui ne va pas pour que le gouvernement le corrige pour le bien de la population centrafricaine. Parce qu'il y a un problème. Je discute avec beaucoup de gens. Il y a très peu de gens qui ont vraiment lu cette constitution de la première ligne à la dernière ligne. Pour la majorité de ceux qui nous voient manifester, c'est juste les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire être centrafricain d'origine ou pas, avoir deux nationalités ou pas. Les gens s'arrêtent à ça. Mais cette constitution est violente pour la démocratie. Cette constitution a été faite pour construire un véritable empire avec quelqu'un qui n'a plus de contrôle, que plus personne ne contrôle, qui est là vitam aeternam. Et si vous comparez les deux constitutions, tous les garde-fous de l'ancienne constitution ont sauté. Si la constitution ne garantit plus la République, est-ce que c'est une bonne constitution? Donc c'est le questionnement que j'aimerais que la plupart des centrafricains commencent à avoir en lisant ligne après ligne cette constitution. Elle a été conçue avec des dessins malsains. Il n'y a rien de positif dans la tête de ceux qui ont rédigé. D'abord, elle était mal rédigée. Quand vous la lisez, c'est un fourre-tout, un mélange de... C'est pour ça que certains disent que c'est le règlement intérieur du MCU.
C'est un fourre-tout. On mélange n'importe quoi là-dedans. Et d'un article à un autre, vous voyez, il y a des contradictions et tout ça. Mais si vous prenez les conditions de transparence, prenez par exemple le Conseil constitutionnel. Tout ce qui garantissait la neutralité de la Cour constitutionnelle et son pouvoir de surveiller la Constitution a littéralement disparu dans le rôle du Conseil constitutionnel. La composition du Conseil constitutionnel. Quand vous prenez la Cour constitutionnelle, les magistrats désignaient 2 juges, dont une femme. Les avocats, 2 juges, dont une femme. Les universitaires, les professeurs d'université, 2, dont une femme. Donc 6 étaient désignés par ces différentes corporations. 6 sur les 9 que comptait le Conseil constitutionnel. Le président de la République désignait une personne, nommait une personne. Le président de l'Assemblée nationale nommait une personne. Et le président du Sénat, comme il n'y a pas eu de Sénat, avait le droit de nommer une personne. Donc, on s'est retrouvé finalement avec 8 juges, dont seulement 2 nommés par les chefs des autres institutions. Tous les autres étaient désignés par leur père, donc élus par leur père pour être juge de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a 11 membres. Le président de la République désigne 3, excusez du peu. Le président de l'Assemblée nationale désigne 3, donc déjà 6 sur les 11. Et ce sont les autres qui sont désignés par leur père. Donc, vous voyez, ils ont déséquilibré ça pour contrôler complètement le Conseil constitutionnel. Et quand vous voyez dans certains articles, dans ce que fait le Conseil constitutionnel, vous vous dites, mais il y a un problème. Prenez les résultats des élections. On dit que les résultats peuvent être contestés par les candidats, par les partis politiques ou par les responsables de l'administration, s'il vous plaît, en charge des élections. Ça veut dire que des résultats qui ne plaisent pas à un gouverneur, à un préfet ou à un sous-préfet, parce que ce n'est pas en faveur du président actuel, eh bien, ils peuvent les contester auprès du Conseil constitutionnel. Mais c'est où la transparence? Et vous multipliez comme ça dans le texte les verrous à la transparence aux élections, les verrous à la démocratie. Le texte n'est bourré que de ça. Maintenant, si on revient à ce qui retient le plus l'attention des uns et des autres, 2 choses. Centrafricain d'origine, ça veut dire quoi? Dans la culture africaine, celui qui est ton père, c'est celui qui t'a élevé. Nous avons eu une présidente de transition ici, dont le père est dans notre pays. Ça a gêné qui? Depuis 60 ans, 64 ans que nous sommes indépendants, beaucoup de personnes se sont succédées qui avaient soit le père, soit la mère dans notre pays. Ça a gêné qui? Ça a gêné quoi dans la gestion de l'État? On vient mettre qu'il faut être centrafricain d'origine, donc de père et de mère centrafricains d'origine. Waouh! Donc tous ceux qui ont épousé des étrangères, leurs enfants ont le malheur de ne plus être centrafricains d'origine. Donc n'auront accès à aucune haute fonction civile ou militaire. Waouh! Après, on parle, l'article 10 de cette constitution dit que la nationalité centrafricaine est exclusive. Nul ne peut détenir 2 nationalités. Nous ne sommes pas en train de parler du Nigeria, qui a près de 200 millions d'habitants, ni du Cameroun, qui en a 25. Nous parlons de l'un des pays les plus sous-peuplés au monde. La densité au kilomètre carré est d'environ 17 habitants. Donc c'est un pays sous-peuplé. Nous avons besoin de la population pour faire un marché. Nous avons besoin de ressources humaines
pour faire progresser le pays et les ressources humaines les mieux formées. Vous savez que l'éducation a disparu, la qualité de l'éducation a disparu dans ce pays depuis des décennies, essentiellement depuis que les professeurs d'université dirigent ce pays. Donc, maintenant, pratiquement 80% de nos enfants à l'école primaire sont enseignés par des maîtres parents. Et vous voyez le nombre d'élèves par salle de classe, y compris jusqu'à l'université. Plus de 10 000 étudiants, 12 à 13 000 étudiants pour une université conçue pour moins de 1000, vous voyez, pour moins de 500 même. Donc, l'éducation est au rabais. Et 70% de la population a moins de 35 ans. Demain, c'est eux les patrons de ce pays. Ils n'ont pas été bien formés. C'est pas leur faute. Mais ils n'ont pas été bien formés. Il y a des Centrafricains qui ont été très bien formés dans d'autres pays, en Afrique comme ailleurs, en Chine, aux États-Unis, en Europe. Ils ont été bien formés. Pour la plupart, soit ils ont épousé des femmes ou, pour les femmes, des hommes, là où ils ont fait leurs études, ça peut être des étrangers. Beaucoup ont pris les nationalités de là où ils sont. Ce pays a besoin d'eux pour se construire. Vous mettez dans la Constitution qu'ils ne sont plus centrafricains. Parce que la nationalité est exclusive. On fait quoi? Prenez la Chine. La Chine avait déjà plus d'1,3 milliard d'habitants quand elle a ouvert ses frontières pour que les Chinois aillent partout dans le monde, aux États-Unis, dans les meilleures universités, prendre la nationalité américaine, aller travailler à la Silicon Valley, à la NASA, dans les endroits les plus pointus, pour ramener ça dans leur pays et développer la Chine, qui est devenue un géant aujourd'hui. Surpeuplée qu'elle était, elle a permis à des Chinois d'aller prendre d'autres nationalités pour avoir des facilités, apprendre et ramener ça dans leur pays. Nous, les derniers de la Terre, on met que la nationalité centrafricaine est exclusive. C'est quoi? C'est l'aigreur? C'est des gens qui, pendant longtemps, quand ils étaient étudiants, ont cherché à avoir les nationalités. Ils n'ont pas pu. C'est vraiment ça qui ressort de cet article. Donc, vous voyez, c'est... En plus, parlons pas de l'histoire de binationalité. J'ai tellement fait peur à M. Touadéra lors des 2 dernières élections qu'il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire pour me débarrasser de ce bonhomme? Et donc, ils sont partis mettre cet article en se disant, là, on se débarrasse de Leguélé. On ne se débarrasse pas de Leguélé comme ça. Voilà. Il n'y a que Dieu qui peut se débarrasser de moi et les Centrafricains. Pas des petits écrivaillons dans à Boilé ou ailleurs qui disent qu'ils ont fait une constitution. Donc, voilà un peu cette constitution-là. C'est un résumé de méchanceté. Voilà. Ce pays est un pays qui multiplie des crises. Et ces crises ne sont jamais gérées par nous-mêmes. Elles sont gérées par des gens qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons dans notre pays plus de 14 000 casques bleus. Quand vous mettez tous les civils de la MINUSCA, on approche les 20 000 des Nations Unies qui sont à nos chevets. Vous avez les forces spéciales. Tout ce monde-là, c'est pour s'occuper de nous. Hein? Donc, nous ne sommes pas... Nous avons une souveraineté fictive. Je suis député. Je n'ai pas vu dans le budget une somme prévue pour les élections. Donc, ce sont les autres qui financent nos élections. Et donc, nous devons veiller à ce que ces élections soient transparentes et inclusives. Sur la base de la Constitution de 2016, nous nous sommes présentés en 2016, on était 30, quelqu'un a été déclaré président. Sur la base de cette même Constitution, nous nous sommes présentés en 2020, nous étions 16, quelqu'un a été déclaré président. Où est le problème? Il est si peu sûr de lui
qu'il faut qu'il massacre la Constitution pour écarter tous les concurrents? S'il a si bien travaillé, pourquoi il n'a pas? Parce que cette Constitution-là traduit vraiment la peur. Et nous voulons rencontrer Touadéra en tant que démocrate pour lui dire que tout cela va entraîner des problèmes. Ce n'est pas parce que les centrafricains donnent l'impression d'être résignés qu'ils croient qu'ils sont résignés. Ce sont des êtres humains. Et l'être humain, quand il reçoit un coup, beaucoup de coups, il y a des limites à ne pas franchir. Et ces limites sont en train d'être franchies. Et c'est notre devoir en tant qu'homme politique, observant la nation, d'aller dire au président, nous sommes des acteurs politiques, évitons d'autres crises. Les choses donnent l'impression de se calmer, allons dans le sens de renforcer ce calme et de ne pas créer d'autres déflagrations. Voilà le but du dialogue que nous voulons avoir avec le président, c'est de discuter en tant qu'acteur politique majeur sur ces questions pour éviter d'autres crises. Parce que s'il y a des crises, c'est encore ces étrangers qui vont les régler, s'ils ont envie de les régler. Parce qu'ils ne sont pas obligés. Nous pensons qu'ils sont à notre disposition, que chaque fois qu'on s'entretue, ils sont là, on s'entretue, ils sont là. Il y a d'autres crises de Parlement. Il y en a beaucoup maintenant de crises dans le monde. Et vous noterez que c'est aujourd'hui la plus grande mission de maintien de la paix au monde, la RCA. Donc, profitons de la situation pour éviter d'autres crises. C'est pour ça que nous demandons ce dialogue. D'abord, c'est très curieux qu'un an avant les élections, quelqu'un qui affirme avoir bien travaillé soit obligé de mettre tout le gouvernement en mission à travers tout le pays avec les ressources de l'État pour faire sortir des jeunes élèves mineurs, des fonctionnaires qui sont obligés de sortir, des populations qu'on menace pour prendre des cartons sur lesquels est écrit des choses qu'ils ne comprennent pas pour dire qu'ils réclament un troisième mandat. C'est violent de mettre quelqu'un dans l'extrême pauvreté et d'aller le voir pour l'obliger à sortir, pour te dire « Je te demande de rester pour me tuer un peu plus ». Si vous êtes sûr de vous, vous attendez. Quand il faudra déposer la candidature, vous faites le congrès de votre parti, le parti vous désigne et vous vous présentez. C'est quoi le truc d'agiter tout le pays jusqu'à des défilés sur le palais de la Renaissance pour déposer des mémorandums, pour demander, c'est vraiment le signal qu'on n'est pas du tout sûr de soi. S'il était sûr de lui, de ses résultats, il n'aurait même pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de faire sortir les gens. Quand vous circulez au quotidien et que vous voyez que les gens vous aiment, ils vous aiment. Il n'y a pas besoin de faire sortir les gens. Moi, j'observe la vie politique en Afrique depuis des décennies. Ce qui s'est passé là, ici, là, je n'ai jamais vu ça nulle part. On fait sortir les gens dans certains pays. C'est le parti politique qui fait sortir ses militants quelques semaines, quelques mois avant la déclaration de candidature. C'est un petit cinéma de quelques semaines, mais là, ils n'ont pas fini. Parce que le tour qui vient de finir, ils se rendront compte qu'ils sont même devenus plus impopulaires. Il faudrait qu'il fasse ressortir encore les mêmes. Et ils verront qu'un moment viendra où personne ne voudra sortir. Chez moi, à Bokaranga, les pauvres chefs de village qui ont été menacés, influencés, tout ça. Après, à la fin, chacun a eu moins de 500 francs CFA. Les pauvres. Je les vois en colère, tout ça. On leur a promis monts et merveilles pour leur donner 500 francs CFA à un chef de village ou un chef de quartier. Donc, c'est beaucoup de mépris, ce qui est en train de se passer. Beaucoup de mépris. J'ajoute que j'entends
depuis quelques jours, depuis 2 jours, on a annoncé que nous aussi on va sortir. Est-ce que nous sommes des citoyens ou est-ce que nous ne sommes pas des citoyens? Est-ce que nous sommes des acteurs politiques ou est-ce que nous ne sommes pas des acteurs politiques? Est-ce qu'une seule personne sur les 6 millions de Centrafricains a le droit de faire sortir toute la population quand elle veut, comme elle veut, et que les autres acteurs ne peuvent pas? Parce que j'entends des gens aller dire non, c'est pas le moment, la paix, faire sortir les gens pacifiquement, c'est contre la paix. Donc, s'ils ont fait ce qu'ils ont fait, j'insiste, s'ils sont sûrs d'eux, qu'ils nous laissent faire sortir aussi ce qu'on va faire sortir. On verra si c'est toute la population qui veut ce 3e mandat ou pas. Soyons démocrates, soyons sportifs, arrêtons les crispations. Quand ils faisaient sortir les pauvres là un peu partout, est-ce qu'on a dit quelque chose? On a observé sans rien dire. N'est-ce pas? Eh bien, qu'ils observent aussi ce que nous allons faire. Pourquoi ils paraissent aussi nerveux? Ils paraissent même très nerveux. C'est la République pour tout le monde. Nous avons tous les mêmes droits. Nous n'obligerons pas les gens. Nous n'avons pas d'argent pour payer les gens pour sortir. Nous parlons seulement. Nous leur expliquons pourquoi. Et nous verrons. Donc, il ne faut pas qu'ils empêchent ce qui va se passer. Mais je ne pense pas que c'est moi qui ai peur. Ce qui se voit, c'est qui? Quel est celui qui va mettre dans la Constitution, après avoir constaté accidentellement en 2020, quand je devais sortir en 2021, quand je devais sortir me soigner, et que je voulais montrer à Air France que je pouvais prendre l'avion et rentrer en France sans problème. Donc, mon protocole est parti avec mon passeport français. Dès qu'ils ont vu ça, s'il vous plaît, c'est le ministère de l'Intérieur qui a saisi le passeport et 2 jours plus tard, le passeport saisi par le ministre de l'Intérieur était sur Facebook. C'est pas un peu beaucoup, là? Et puis, voilà un Français qui veut devenir président de la RCA. Et puis, du coup, on fait une constitution. Je parlais des petits rigolos qui sont partis à Boilé pour dire, bon, celui-là, pour l'empêcher d'être candidat, il faut mettre que les binationaux ne vont pas. Qui a peur? S'ils sont aussi sûrs d'eux, qu'ils nous laissent compétir, non? Donc, pour l'élection à venir, s'ils n'ont peur de personne, qu'ils ne fassent aucune restriction, bon Dieu. Pourquoi ils ont aussi peur? Et puis, dès que vous en parlez, ils sont nerveux. Waouh! Calme là. Ce sont les électeurs qui désignent, qui décident, c'est pas nous. Donc, vous voyez, ça c'est pour les élections à venir. Maintenant, pour 2016 et 2020, c'est pas moi qui ai estimé. Je crois que c'est toute la population qui a vu. C'est toute la population qui a vu. Je reviens pas dessus parce que c'est tellement évident que c'est pas la peine de revenir sur les évidences. Pour le moment, les opposants, tous ensemble, veulent qu'il y ait des conditions, les meilleures conditions de transparence et d'inclusivité pour ces élections. Ça veut dire que chacun des Centrafricains qui réunit les conditions d'être candidat doit être candidat. Comme en 2016, comme en 2020, comme en 2015, comme en 2020. Maintenant, les stratégies électorales, soit les candidats font bloc derrière quelqu'un, soit ils vont individuellement, c'est des choses qui se discutent entre les candidats et qui permettent d'avoir un point de vue commun. Si c'est un candidat unique, ce sera un candidat unique. Si c'est un ordre dispersé, ce sera un ordre dispersé, mais viendra le moment où on parlera de ça. Pour le moment, nous sommes dans une logique de chercher à ce que ces élections soient transparentes et inclusives. Vous savez, je suis un homme de culture. J'essaie de m'intéresser à toutes les cultures, africaines, occidentales, non occidentales. Nous avons tous grandi en apprenant en français.
et en apprenant l'histoire de la France. Ça nous a permis de comprendre, de connaître plus l'histoire de la France que des autres pays. Et donc, francophile. Je suis non seulement francophile, mais comme vous le savez, à moitié français. Ça n'a pas empêché, en 2016, que l'ambassadeur de France de l'époque ait eu peur que je devienne président, parce que je passe pour avoir beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité, et que mon concurrent paraissait plus malléable, n'avait pas l'air de savoir où il allait. Donc, malheureusement, ça s'est vérifié, puisque chacun des pays le tape, le prend en ping-pong, là. Bon, bref. Donc, ce côté francophile ne m'a pas rendu service. Mais en tant que dirigeant, ma logique est qu'un pays comme la RCA a besoin d'avoir des relations avec tous les pays du monde. Chaque pays du monde peut apporter quelque chose à la RCA. La Russie n'est pas un petit pays. La Russie est un grand pays dans beaucoup de domaines. La Russie peut nous apporter beaucoup. La Russie n'est pas Wagner. La Russie, c'est la Russie. N'est-ce pas? Et donc, ça n'a pas de sens de se couper des relations avec un aussi grand pays. C'est un peu comme si vous me posiez la question, est-ce que je continuerai à avoir des relations avec la Chine, ou avec les États-Unis, ou avec le Brésil, ou avec... Mais pourquoi? C'est les grands pays. Nous avons besoin de tous ces pays-là. Ma logique, c'est d'utiliser toutes les relations avec ces grands pays pour en tirer le maximum de profit pour notre pays. Pareil pour l'Afrique. Moi, j'ai une âme assez panafricaine. D'ailleurs, de toute façon, j'ai fait toute ma carrière en dehors de la RCA. Donc, je suis féru de la culture africaine d'autres pays. J'ai été au Rwanda, j'ai été à Kigali, je me suis intéressé à la culture de ce pays et tout ça. Je pense que c'est la conjugaison de toutes ces cultures-là qui peuvent nous enrichir. Et l'exemple de développement de chacun des pays africains qui ont fait face aux mêmes problèmes que nous et qui ont trouvé des solutions. On ne me voit pas beaucoup à Bangui ici, tout le monde pense que je reste en France. Je voyage beaucoup au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Malawi. Je voyage beaucoup pour voir ce que les autres font dans leur pays pour sortir de l'extrême pauvreté. Donc, se couper des relations avec un pays africain, ça n'a pas de sens non plus. Il peut y arriver que dans le fonctionnement de l'État, il y ait des différends avec un pays. Ces différends se règlent. En attendant, je ne suis pas au pouvoir et je n'ai aucune raison de dire à l'avance que je n'aurai pas de relations avec X pays, Y pays. Non, j'aurai des relations avec tous les autres pays. Mais, en tant que dirigeant centrafricain, mon rôle est de veiller sur les intérêts de mon pays et les intérêts de mon peuple. Les autres, ils veillent sur leurs intérêts et sur les intérêts de leur peuple. Il faut qu'on se rencontre dans la gestion de ces intérêts. Il ne faut pas que ça soit un affront. Voilà. Vous savez, j'ai déjà souffert de cette image d'homme politique intransigeant. Je crois que Catherine Samba-Panza, c'est essentiellement cette image qui a fait qu'elle a fait du forcing pour donner le pouvoir à son beau-frère. Mais j'ai tenté, malheureusement, j'ai tout fait pour la rassurer en vain. Vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui, si nous continuons à perdre le temps à régler les problèmes, à régler les comptes, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Aujourd'hui, je constate que toute la nervosité qu'expriment les hommes et les femmes de ce pouvoir, cette nervosité est liée au fait qu'ils se disent « Mon Dieu, si on sort du pouvoir, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Pour moi, la plus grande punition qui doit leur être réservée, c'est d'assister au développement de ce pays, de rester et de voir
comment le pays change. Que ce soit avec Dolo Guelleh ou avec quelqu'un d'autre. Mais de voir qu'un pays peut changer dans toute sa dimension. C'est la seule punition qu'il faut donner à quelqu'un qui a contribué à détruire ce pays. On n'est pas là pour remplir les prisons, ça ne sert à rien de toute façon. Il faut arrêter l'hémorragie à un moment donné. Mais il faut arrêter aussi de régler des comptes. Parce que c'est le règlement de comptes qui fait qu'on rentre dans des cycles qui ne finissent pas. Donc, eux-mêmes, ils porteront leur propre croix. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas que cela bloque l'alternance. Il ne faut pas que la peur bloque l'alternance. Parce que chaque fois que la peur a bloqué l'alternance, ça a entraîné des crises majeures. Et donc, moi, ma logique, c'est de mettre fin à ce cycle infernal de règlement de compte. Un pouvoir vient, règle le compte de celui qui est parti, et puis un autre vient, et puis bon. Ça fait combien de temps qu'on est dans ça? C'est depuis 93, Il faut qu'on en sorte. Je parle aux Centrafricains, les jeunes, les femmes, les moins jeunes, pour leur dire ceci, c'est votre pays, c'est notre pays. C'est un bien que nous avons en partage. Chacun de nous est propriétaire de ce pays. Chacun de nous a droit au bonheur. Le bonheur n'est pas réservé pour certains et pas pour d'autres. Et surtout, on ne peut pas accepter qu'un groupe d'individus utilise les ressources destinées à toute une nation pour être eux à l'aise et tout le reste de la nation souffre. Je lis dans vos yeux, j'entends, je parcours les quartiers. Tout le monde exprime la souffrance. Tout le monde exprime le ras-le-bol. Mais une constante est là, c'est la peur. Partout j'entends, oui, mais il y a les B2, il y a les requins, il y a les Wagner, on va nous tuer. Mais vous ne faites rien de mauvais. De la même manière qu'on vous a obligé à marcher pour soi-disant réclamer un troisième mandat, nous ne vous obligeons pas à marcher. Nous vous demandons de marcher de vous-même pour dire à vos dirigeants ce que vous pensez de la situation de votre pays. Nous vous donnons la parole en tant qu'acteur politique pour que vous puissiez exprimer ce que vous ressentez, exprimer vos souffrances, exprimer vos espoirs, exprimer ce que vous pensez être l'avenir de vos enfants demain. C'est pour ça que nous vous demandons de sortir et de marcher pacifiquement, sans casser, sans injurier, dans les règles de la République, parce que c'est la seule manière de vous faire écouter. Quand dans une famille, des enfants sont mécontents et qu'ils ne le disent jamais à leurs parents, les parents ne sauront pas. Un enfant a le droit de pleurer quand il a mal. Un enfant a le droit de manifester. Il y a des enfants qui jettent un verre par terre pour que les parents s'intéressent à eux et leur disent « Mais qu'est-ce que tu as ?» et qu'ils puissent dire « Papa, maman, j'en ai marre de ça. » Et là, il est écouté. Donc, c'est normal que le gouvernement qui a en main vos destinées, ce gouvernement-là, que vous puissiez exprimer ce que vous pensez de lui. Ça peut être des bonnes choses, ça peut être des mauvaises choses, mais c'est dans la marche que vous allez le faire. Voilà pourquoi nous insistons pour que vous sortiez enfin le 4 avril pour dire ce que vous pensez de cette constitution, de cette vie chère, de ce manque d'électricité, ce manque d'eau, de ces hôpitaux qui deviennent des mouroirs, de ces écoles qui deviennent des endroits où on désapprend au lieu d'apprendre, de cette vie très chère, tout ce que vous vivez au quotidien et que vous n'avez pas les moyens d'exprimer à vos dirigeants, sortez l'exprimer librement, en citoyen respectueux des règles et des lois de leur pays.